Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et aujourd'hui, nous sommes avec Caroline Pipolo, Head of Product chez Upvisory. Salut Caroline, comment ça va ? Hello, très bien et toi ? Très très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, c'est Caroline Pipolo. Ça fait à peu près 5 ans aujourd'hui que je bosse dans le product management. J'ai d'abord évolué sur des rôles assez opérationnels via du product ownership et du product management. Et là, ça fait à peu près 3 ans que j'évolue sur des missions de coaching. Et donc, en ce moment, j'évolue pour un acteur du luxe pour lequel j'ai un rôle de RTE. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait connaître le monde du produit et qu'est-ce qui t'a poussé à y faire carrière ? En fait, j'ai eu, contrairement à beaucoup de gens qui font des écoles de commerce ou qui font des écoles d'ingénieurs, moi j'ai baigné dans le product assez vite parce que j'ai fait une école dans le digital et donc du coup j'ai été très très vite confrontée à des applications mobiles, des interfaces web, etc. Et donc du coup c'est direct en fait par le biais de mes études que j'ai su que j'allais me diriger là-dedans parce que j'ai démarré par ça quoi. Et là, aujourd'hui, tu es Head of Product chez Upvisory. Est-ce que Ouais. tu peux expliquer ce qu'est Upvisory et quelle est votre vision du produit ? Ouais, bien sûr. Donc, Upvisory, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans le product management. Donc, on est vraiment une entreprise qui va aller sur les différents pans du product management. Donc, que ça soit vraiment le product ownership, le product management, toutes les dimensions de coaching. Mais on va aussi être expert dans tout ce qui est product design. Donc, avec des rôles de designer, certains qui sont plutôt spécialisés en parcours utilisateur, donc UX, mais aussi certains qui sont spécialisés en UI, hein, tout ce qui est interface. Et on a aussi le pan développeur avec des développeurs qui peuvent être soit spécialisés en front, en back ou alors full stack. Et notre mission, en fait, on est un peu des product heroes, c'est notre nouvelle baseline là. On a rebrandé un peu la marque et du coup c'est de proposer des produits digitaux à succès pour nos clients. D'accord, donc du coup, de concevoir entièrement le produit digital. Exactement, de la discovery jusqu'à la delivery et derrière analyser si les features qu'on met en production, elles répondent à un vrai marché et elles marchent. D'accord, donc du coup, si je comprends bien, c'est à la fois accompagner des équipes et les renforcer ou c'est carrément proposer une solution clé en main ? Alors ça dépend. Ça dépend parce qu'en fait, on peut avoir des clients qui ont des besoins complètement différents. Il pourrait y avoir un besoin où il faille tout construire from scratch, et c'est déjà arrivé, mais de façon, enfin en tout cas en volume, on est plutôt appelé par des clients sur des missions bien spécifiques, soit en renfort, soit pour faire de la transformation, ou soit carrément pour mettre en place une démarche de discovery qui n'existerait pas par exemple. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la mission que tu fais en ce moment, tes challenges, et peut-être définir un peu plus le terme RTO que tu as utilisé au début ? Ouais, bien sûr. Donc du coup, moi, aujourd'hui, je travaille en tant que RTE. Donc RTE, ça veut dire Retail Train Engineer. Et donc, je suis à la tête de la coordination de l'agilité à l'échelle d'un train e-commerce qui vend des produits, donc du parfum, du make-up et aussi de la skincare. Et mon rôle, en fait, c'est vraiment un rôle très transverse. Je vais venir aider toutes les feature teams qui travaillent sur le produit pour atteindre les ambitions de la roadmap et les ambitions stratégiques de la marque. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé dans ton quotidien entre le moment où tu es passé donc de product owner, product manager à head of product ? Ça a changé beaucoup de choses. Déjà, quand j'étais product owner et product manager, j'y étais à 100%. Donc, j'étais vraiment très opérationnelle pour gérer tout le delivery. Et même d'ailleurs en tant que PM avec construire la vision produit, bien connaître mes utilisateurs, etc. Et depuis que je suis head of product, en fait, c'est vraiment le modèle Upvisory qui est vu comme ça. Je suis donc au 1/5 staffé pour aider mon équipe à évoluer à la fois dans le métier. J'ai aujourd'hui une équipe de 7 personnes qui évoluent sur des missions complètement différentes, avec des contextes complètement différents et des rôles complètement différents. Ça va du PO au PM, à des rôles de coaching. Et donc, du coup, mon objectif, c'est de les mentorer au quotidien sur leur mission pour les aider s'ils ont des blocages et aussi d'avoir ce rôle hiérarchique pour gérer leur montée en compétences et leur carrière au sein du cabinet. Est-ce qu'il y a quelque chose concernant le produit que tu as appris récemment ?
Alors appris, je sais pas si on peut dire apprendre, mais en tout cas, on a la chance dans notre cabinet d'avoir régulièrement des retours d'expérience de plein d'autres consultants sur mission. Et donc récemment, il y a quelqu'un qui a pris le temps de lire le livre Discovery Discipline, qui est sorti il y a pas si longtemps, et nous faire un peu un résumé de cette nouvelle façon de cadrer la Discovery pour avoir quelque chose de clair dans lequel avancer et pas partir un peu à l'inconnu. Donc c'était avec le framework Focused qui est décrit dans le livre et du coup j'ai pu en apprendre un petit peu plus sur ça. Et un conseil pour faire de la veille et rester curieux sur le monde du produit et sur le produit qu'on traite en général? J'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour avoir de l'information parce que effectivement quand on travaille dans un cabinet de conseil, on a une mine d'informations qui nous arrive hyper facilement, on a un canal Slack et aussi on travaille sur Notion et il y a énormément de personnes qui diffusent des articles pour toujours rester à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Donc j'ai que à ouvrir un channel sur mon Slack et à regarder ce qui s'y poste. Du coup, là, on va passer à la deuxième partie qui sera plus sur ta vision du produit. Ouais. Quel conseil est-ce que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui se lance dans le produit? Ouais, en fait, alors je sais pas si c'est un conseil, mais c'est plus dans notre métier, s'il y a bien une chose qu'on doit maîtriser, c'est l'empathie. Donc l'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'utilisateur pour comprendre ses frustrations et essayer d'y répondre le mieux possible. Donc mon conseil, c'est voilà, si t'es une personne qui n'a pas d'empathie, ne viens pas dans ce métier parce que tu trouveras pas ta place. Mais en revanche, voilà, si t'es quelqu'un qui est très à l'écoute et qui prend le temps de comprendre les besoins, de les analyser, de les pousser à bout pour trouver les meilleures solutions, en tout cas le métier est carrément fait pour toi. Donc ouais, vraiment les soft skills qui comptent énormément, quoi. Exactement, en fait, pour moi les hard skills, ça s'apprend. Alors après chacun, on n'est pas tous égaux face à l'apprentissage, ça c'est un fait. Mais en tout cas, les soft skills pour moi dans ce métier, c'est ce qui fait peut-être 70% de la qualité d'un product manager ou de quelqu'un qui bosse dans le produit, très clairement. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le produit ou pas? Pas forcément. En fait, moi, je vais plutôt de surprise en surprise dans ce métier. D'autant plus en étant consultante, j'ai la chance d'appréhender plein de missions différentes, plein de contextes différents. Et du coup, c'est vrai que c'est un métier dans lequel, pour l'instant, je me suis encore jamais ennuyée. Donc ouais, voilà. Ok. Et est-ce que du coup, il y a quelque chose que tu aurais appris ou fait qui a changé ta façon de voir le produit entre quand tu as commencé et aujourd'hui? Alors je sais pas si ça a changé ma façon de travailler, mais forcément avec les années, je gagne en expertise, je gagne en confiance, et donc peut-être que il y a des choses que je faisais avec un peu plus d'incertitude au tout début, que maintenant je maîtrise, je sens que je suis beaucoup plus en maîtrise de ce que je fais au quotidien. Donc je dirais plus l'expérience m'a appris parce que j'ai fait des erreurs, je me suis trompée, et donc du coup aujourd'hui je suis beaucoup plus sereine dans ce que je peux proposer à mes clients au quotidien. Et est-ce que, genre, souvent au début, quand on commence dans le produit, il y a un peu un syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu as des conseils pour justement passer au-delà de ça et le vaincre ou pas? Non, en fait, pour moi, c'est pas une tare en fait d'avoir un job dans lequel les soft skills prédominent par rapport aux hard skills. Et au contraire, comme je le disais, le plus dur, c'est pas tellement les hard skills à avoir, ça s'apprend. Les soft skills, c'est un peu inné. Donc non, pour moi, il n'y a pas du tout de syndrome de l'imposteur à avoir. Au contraire, faut être fier d'avoir cette qualité relationnelle, cette qualité de communication que finalement, pas forcément tout le monde a. Et toi, du coup, comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer? Je le vois de plus en plus orienté vers de la data, qu'on puisse prendre plus le temps de voir ce que la data fait, comment on l'interprète pour pousser de l'hyper-personnalisation. J'ai un exemple, typiquement aujourd'hui je bosse pour un site e-commerce, donc certes dans le secteur du luxe, mais finalement peu importe. Et je pense que demain on va de plus en plus utiliser la data pour pousser des choses particulières à un client. Et donc sur un site de e-commerce, ça va être peut-être en amont, soit on a collecté plein de data et donc on va lui pousser que les produits relatifs à ce que peut-être une intelligence artificielle aura compris de son utilisation. Soit demain il pourrait y avoir peut-être des éléments ou un parcours préliminaire pour comprendre l'utilisateur et derrière lui pousser
que, je dis n'importe quoi, des t-shirts qu'il va forcément apprécier, un type de couleur qu'il va forcément apprécier. Et du coup, ne plus faire quelque chose de très très générique et des catalogues génériques, par exemple pour l'e-commerce, mais de faire de l'hyper-personnalisation dans la navigation d'un utilisateur au quotidien. Et du coup, est-ce que cette data, enfin on voit par exemple genre Google, au final personne n'a les mêmes résultats de recherche. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'enfermer justement l'utilisateur dans son habitude et de pas lui permettre de découvrir de nouvelles choses? Alors effectivement, je pense qu'il faut toujours avoir la double option. Il y a la partie hyper personnalisation, mais évidemment de garder la possibilité d'aller voir ce qui se fait et d'avoir des suggestions autres que ce qu'on peut aimer nous personnellement. Je prends l'exemple de Spotify. Spotify, on a nos playlists et c'est vrai qu'ils vont nous pousser des choses hyper personnalisées, mais de temps en temps, on a un son qui est pas forcément celui qu'on écouterait par nous-mêmes, mais c'est ce qui nous permet d'aller vers autre chose. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont tes plus gros challenges? Aujourd'hui, mes plus gros challenges au quotidien, c'est de coordonner beaucoup d'équipes. C'est vrai que je travaille avec à peu près 70 personnes au quotidien, donc ça fait beaucoup de monde qui ont certes les mêmes objectifs, mais il y a pas mal de problématiques. Et donc mon challenge au quotidien, c'est de prioriser les différentes urgences pour pouvoir répondre au mieux aux équipes et faire en sorte que on arrive à délivrer ce sur quoi on est attendu. Et tu parlais d'équipe, justement, qu'est-ce qui pour toi fait une bonne équipe produit? Une bonne équipe produit, c'est une équipe déjà qui communique. Alors je sais qu'avec le confinement, beaucoup sont en télétravail, donc ça a limité la communication, etc. Mais c'est des gens qui ont une facilité de communication, qui se disent les choses. Typiquement, on a la chance de bosser avec pas mal de cérémonies qui nous permettent d'identifier les problématiques. Et donc voilà, il faut que les gens soient capables de se dire les choses. Donc quand je dis se dire les choses, c'est évidemment les choses bien, mais aussi les choses moins bien pour qu'on puisse s'améliorer et proposer toujours la meilleure organisation possible et qui permette derrière de fournir le meilleur produit possible. Et du coup, un bon head of product, en dehors de la priorisation justement de ces urgences? Un bon head of product, c'est quelqu'un qui sait où il veut amener son produit. Donc, si par exemple, les gens divergent, qui saura ramener tout le monde dans la bonne direction et qui saura mener son équipe au succès et à la livraison d'une fonctionnalité à succès à terme, d'une fonctionnalité ou d'un produit. Effectivement, tu parlais d'un head of product, d'un produit à succès. Et du coup, est-ce que tu as des exemples de comment tu as fait pour que tous les stakeholders adhèrent de manière pérenne à l'idée de travailler en mode produit? Alors en fait, c'est vrai que comme je suis consultante, souvent on est appelé parce que ils attendent de nous quelque chose à ce niveau-là. Donc j'ai toujours eu l'aval de mes responsables de mission pour mettre en place une dynamique produit, donc ça a jamais été très compliqué. Là où ça a été peut-être plus challengeant, c'est sur ma mission actuelle, où en fait on était en Scrum auparavant et on avait des objectifs communs, mais c'était un peu les équipes qui naviguaient au fil des objectifs. Là, il a fallu mettre en place un framework et un framework tout nouveau que les équipes connaissaient pas du tout, et il a fallu faire adhérer toute une nouvelle comitologie auprès de stakeholders pour avoir des décisions qui soient prises en amont, etc. Et donc il a fallu faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'explications de ce nouveau framework pour qu'il soit adhéré. Aujourd'hui, j'ai éprouvé quasiment une année sous ce framework-là, et les stakeholders commencent enfin à bien adhérer à ça et à bien se mettre en ordre de marche pour que ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous dire à tout à l'heure ce qu'est ce framework ou pas? Ouais, c'est le framework SAFe. Donc c'est un framework d'agilité à l'échelle qui a pour objectif d'aligner vraiment tout le monde sur la stratégie, mais donc aligner à la fois la vision produit, aligner à la fois la vision technique, la vision architecturale, tout ça, pour que tout ça s'imbrique bien et qu'on puisse délivrer une belle valeur. Quand on est en SAFe, en fait, on a des objectifs trimestriels. Donc, tous les 3 mois, on va se donner des objectifs à atteindre pour pouvoir délivrer un produit qui soit cohérent avec les différentes visions, comme je disais, techniques, stratégiques, produits.
Du coup, on passe dans la troisième partie de cette interview, qui est le Ouais. thème du jour. Et donc, tu l'as un peu introduit juste avant, puisque tu as choisi de nous parler du framework SAFe. Mhm. Du coup, en quoi est-ce que c'est particulièrement important dans ton quotidien et qu'est-ce que ça résout que la méthode Scrum n'arrivait pas à résoudre avant? En fait, le framework Safe, c'est un framework qui s'inclut dans le framework Scrum. C'est juste que ça va ajouter des rituels additionnels au framework Scrum. En gros, quand on est en Safe, on va parler d'incrément produit. Donc ça, il n'y a rien de nouveau, hein. On a aussi des incréments produits à la fin des sprints. En tout cas, on délivre de l'incrément produit à la fin d'un sprint. Là, on va aller sur une échelle un peu plus longue et donc on va partir sur un incrément de 3 mois. C'est-à-dire qu'on va aligner toutes les équipes pour délivrer de la valeur donc évidemment délivrer de la valeur de façon itérative, mais se fixer des gros objectifs à 3 mois. Donc l'incrément sera un petit peu plus long. Ça ne veut pas dire qu'on va pas mettre en production des choses pour apporter de la valeur petit à petit à l'utilisateur, mais en gros on se dit sur ces 3 mois, nos objectifs c'est ça, et donc à la fin il faut qu'on arrive à délivrer tout ça pour l'utilisateur. Et du coup, qu'est-ce que ça change par rapport à une roadmap qui, elle aussi, pourrait être à 3, 6, 9 mois? Quand on est en safe, on fait un rituel qui s'appelle le PI planning. Donc c'est un rituel qui dure entre 1 et 3 jours suivant les organisations, où on va réunir toutes les équipes à un seul et même endroit pour qu'elles fassent cette fameuse planification trimestrielle qui va permettre de construire une roadmap à 3 mois. Certes, ça va être une roadmap assez précise, parce qu'on aura vraiment le détail des tickets à la maille feature, et même on va parfois au-delà à la maille user story. Mais donc on va définir une roadmap bien cadencée qui prendra en compte les différentes dépendances entre les équipes s'il y en a ou pas, ça dépend. Pour pouvoir livrer les priorités qui sont aujourd'hui l'idée par l'équipe produit, et donc la vision produit qui est bien évidemment reliée à la vision stratégique de la boîte. Certains considèrent que du coup le safe est parfois trop hiérarchique et trop inflexible. Est-ce que pour toi c'est le cas ou est-ce qu'on peut facilement adapter le framework à son contexte? Alors c'est vrai que j'ai souvent eu cette question, on me disait Caroline, quand on est en safe, finalement le safe ça désagilise les pratiques. En fait, comme je le disais au début, safe c'est un framework qui fait partie qui englobe aussi le framework Scrum. Et en Scrum, comme on dit, on accompagne le changement et aussi on récupère du feedback assez vite pour pouvoir faire de l'amélioration en continu. Et comme on a quand même du Scrum dans les équipes et que les équipes travaillent en dynamique de sprint de 2 semaines, on a quand même toujours cette flexibilité-là au sein du framework qui permet d'apporter des nouvelles choses et d'avoir cette flexibilité. Certes, en safe, on va définir des gros objectifs auxquels on se tient, parce que sinon ça n'a pas de sens, mais on a quand même cette flexibilité d'aller récupérer le feedback et de mettre en place des quick wins qui vont améliorer l'expérience. Donc moi je suis peut-être pas si catégorique que ça. Effectivement, on a des gros objectifs, on a des gros jalons et donc on doit s'y tenir parce que effectivement au bout d'un moment il faut avancer, mais on garde cette flexibilité qui nous permet d'apporter des quick wins auxquels on n'aurait pas forcément pensé pendant cette grosse instance de PI planning, mais qu'on découvre au fur et à mesure parce qu'on met en production les features et qu'on récupère du feedback et de la data pour voir si derrière elles sont pertinentes et elles ont apporté de la valeur à l'utilisateur ou non. Et à qui est-ce que tu conseillerais safe? Est-ce qu'il y a une taille minimum d'équipe pour que ça vaille la peine ou pas? Ouais, moi je pense qu'en fait, si l'équipe elle est petite, il n'y a pas besoin d'aller sur un framework aussi gros parce que le framework il est quand même solide. Il faut quand même beaucoup d'équipes pour pouvoir le mettre en place. Moi aujourd'hui, je travaille avec 5 équipes d'à peu près 10 personnes. Je pense que c'était la taille qu'il fallait et je pense minimum pour pouvoir passer sur du safe. Je pense qu'on peut très très bien gérer des équipes en Scrum, en Kanban, en Scrumban, peu importe, si elles sont un petit peu moins nombreuses. Il faut, je pense, une taille d'entreprise qui soit suffisamment grosse pour aller sur un framework comme ça. Et c'est un framework comme ça aussi qui permet d'aligner beaucoup de gens beaucoup plus facilement que si on était resté sur des méthodes agiles un peu moins grosses d'un point de vue implémentation et d'un point de vue comitologie et rituel qu'il faut mettre en place en plus des autres frameworks.
Et pour terminer, est-ce que tu aurais 2 ou 3 astuces que tu pourrais partager aux gens pour tirer au mieux profit de CF? Ouais. Alors, ma première, c'est en PI planning. Ma première astuce, c'est bien d'anticiper les boards qu'il faut faire pour que les équipes puissent faire leur planification. Et donc, quand je dis bien anticiper les boards, c'est évidemment les créer en amont. Et de deux, anticiper la capacité qu'on va pouvoir avoir sur les 3 mois à venir pour que les projections elles soient suffisamment réalistes. Mon deuxième, c'est sur le rituel d'Inspect and Adapt. L'Inspect and Adapt, en fait, c'est un rituel qui a pour objectif de faire le bilan de l'incrément qui vient de s'écouler. C'est d'éviter, en fait, de partager beaucoup de données et un peu embrouiller tout le monde. Mais c'est de voilà, se contenir à un template qui est simple, où on va rappeler quels sont les engagements qu'on a pris pendant le PI planning. Qu'est-ce qu'on a finalement réussi à délivrer? Alors parfois c'est 100%, mais aujourd'hui moi j'y suis encore pas arrivée. C'est mon ambition, mais ce n'est pas encore le cas. Donc qu'est-ce qu'on a réussi à délivrer à terme? Et sur le delta, ce qu'on n'a pas réussi et qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les pourquoi? Donc pourquoi on n'a pas réussi à délivrer telle partie ou telle partie? Et quel est le nouveau jalon? Et ensuite, se cantonner à présenter les features les plus structurantes ou alors les features qui ont demandé beaucoup de fil à retordre auprès des différentes stakeholders pour récupérer leurs inputs et voir si on peut pas améliorer l'expérience dans l'incrément à venir. Et enfin, donc j'ai parlé du PI planning, j'ai parlé de l'Inspect and Adapt. Ah oui, le dernier point que je voulais aussi partager, c'est aussi se poser la question en amont de comment on fait pour monitorer au mieux les progrès petit à petit qu'on peut avoir. Aujourd'hui, moi j'ai à mon actif 4 PI planning. Et en fait, je me suis posé un peu tard la question de comment je vais mesurer le progrès entre mon PI planning 1, mon PI planning 2, mon PI planning 3 et mon PI planning 4. Donc c'est d'anticiper en fait la façon dont on veut reporter les progrès. Ça va être peut-être d'un point de vue capacitaire, d'un point de vue ok, on s'était engagé sur tel sujet entre le sprint 1 et le sprint 4, est-ce que finalement on a réussi cet objectif-là? Est-ce qu'on a été en avance? Est-ce qu'on a été en retard? Donc mon deuxième point, ça serait bien d'anticiper comment on veut suivre les progrès à tous les niveaux et mettre en place ce qu'il faut dans les outils. En l'occurrence, moi je parle de Jira, pour qu'on puisse facilement ensuite collecter la data et afficher facilement la donnée et reporter ça le plus facilement possible, parce que aujourd'hui je te cache pas que c'est une tannée et qu'il y a beaucoup de choses manuelles à faire pour pouvoir arriver à ça et donc là mon objectif c'est vraiment d'essayer d'industrialiser au mieux cette data pour la faire parler et mettre en avant les progrès qu'on fait entre un premier incrément et aujourd'hui un incrément numéro 4. Ok, trop cool. Merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. Je t'en prie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou un mot de la fin? Un mot de la fin, en tout cas, moi ça fait 1 an que je bosse sur de l'agilité à l'échelle et j'ai beaucoup appris. C'est d'ailleurs ce pourquoi je veux poursuivre dans l'univers du coaching et pourquoi pas aller tester d'autres choses. Je sais qu'il y a d'autres frameworks d'agilité à l'échelle du type Spotify, donc j'ai hâte d'aller appréhender la suite et d'aller découvrir plein de nouvelles missions chez des clients complètement différents. Trop bien, merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!